ou pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre via les anesthésiants, par exemple, à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a beaucoup du reste, hein. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et ça, c'est notamment dû à notre consommation de médicaments et de dispositifs médicaux. Pour un premier panorama. Ouais. Alors juste après, il y a un autre chiffre que je me permets de dire. En gros, alors, les médicaments, sur ce qui est prescrit, il y a quelques études qui disent qu'environ 20% terminent à la poubelle. Dans nos prescriptions médicales, euh, à la poubelle ou restent dans les périmés de la pharmacie de chaque maison. Alors, je vais tout de suite passer du coup, une fois qu'on a un peu le décor, aux usagers, donc à Jean-François. Alors, juste une petite anecdote pour monter cette table ronde. On a fait appel justement à quelques associations de patients. Et on a eu un peu des réponses qui nous ont un peu surpris en nous disant qu'ils ne se sentaient pas légitimes, qu'ils ne connaissaient pas le sujet, ou que ce n'était pas la priorité, que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Je pense que les difficultés de trouver un médecin traitant, c'est peut-être celle-là qui est primordiale. Mais voilà, on a eu un peu de difficulté à trouver un représentant des usagers. Donc je t'en remercie à double pour cette raison-là. Alors voilà, toi, comme patient, quid de cette question-là, de la transition écologique de notre système de santé? C'est pas la priorité, c'est une priorité. Et puis, ça tombait bien, j'allais dire, les diabétiques, c'est plutôt du soin maintenant qui se fait beaucoup en ville, donc on verra après l'hémodialyse pas trop à l'inverse. Et vous êtes quand même aussi, alors je ne suis pas spécialiste, mais il y a beaucoup de stylos, injection d'insuline, il y a aussi un peu de dispositif médical. Donc où est-ce que vous en êtes spécifiquement pour les diabétiques? Et puis déjà, ce que tu en sais, toi, au niveau des associations de patients sur ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir proposé. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse la Fédération française des diabétiques depuis très longtemps, hein. En fait, depuis la création de l'organisme d'Astri, puisqu'on est partenaire d'Astri, que vous connaissez tous, j'imagine, ici, depuis 2014, je crois, à peu près. Donc, c'est un sujet qui nous a toujours préoccupés. Simplement un chiffre, les patients diabétiques en ambulatoire sont responsables de 80% des déchets gérés par Dastri, avec comme tu le dis, les stylos, les aiguilles, et puis les tubulures de pompe à insuline et les pompes patch. Donc ça fait beaucoup pour l'ambulatoire, hein. Bien sûr, si on se remet au niveau hospitalier, ça ne peut rien avoir par rapport à l'hémodialyse, par exemple. Mais en ambulatoire, c'est ça. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe depuis toujours dans ce sens-là. J'en voudrais pour preuve que lorsqu'on a fait les états généraux du diabète et des diabétiques 2018-2019, ça faisait partie des 15 préoccupations qu'on avait, des 15 propositions avec 59 actions. Ça faisait partie notamment, il y a eu une action qui était de favoriser, certes avec un industriel, mais on en reparlera tout à l'heure, la récupération des métaux précieux qui sont dans les capteurs qu'on porte. Donc c'est une préoccupation qu'on a au sens écologique du terme, depuis longtemps, mais on est en bout de chaîne, hein. Donc on ne peut agir, nous, qu'à notre niveau, et la pression qu'on peut avoir, c'est soit au niveau individuel en collectant, hein, les déchets, et soit en les collectant pour les recycler, comme ça commence à se mettre en place, soit en agissant en termes de lobbying auprès des industriels. Tu as parlé des stylos. On trouve effectivement dommage qu'on reste au jetable sur les stylos, alors qu'il y a d'autres techniques avec des cartouches, par exemple, qui permettent de les remplir, et qu'on ait toujours ce plastique-là qui reste. Donc on agit à leur niveau pour trouver des filières. Je vous donnerai deux, trois exemples. Donc l'autre question importante que tu as dit, c'est baisser la qualité et la sécurité des actes et des patients, qui nous paraît une préoccupation. On ne veut pas revenir en arrière, hein. Quand on lit des articles, on revient sur le jetable et sur l'usage unique en disant on peut restériliser. Il y a même un article de l'IRDES qui est paru ce mois-ci, toute une revue de l'IRDES qui propose de réutiliser la restérilisation. Moi, je suis d'une génération, enfin, je ne suis pas diabétique de type 1, mais j'ai des amis, patients qui ont connu l'époque où elles stérilisaient leurs aiguilles elles-mêmes
Et même ils disaient, non, on ne veut pas revenir à ça. Donc il faut garder toute mesure. L'usage unique a quand même un bénéfice-risque extrêmement important en termes global d'infection. Donc il y a des limites à avoir. Il y a des choses qui sont raisonnables. Les stylos, on peut les recharger, c'est sûr, mais avec des cartouches. Mais remplacer les aiguilles pour revenir à des réutilisables, non. Donc il y a des limites qui nous paraissent quand même du bon sens. Dastri, c'est important pour nous parce que d'abord on est partenaire et puis on peut communiquer, on peut aider au dispositif. Dastri a 3 grandes missions qui sont la distribution des boîtes jaunes que vous connaissez tous, dans les pharmacies, la collecte après pour les récupérer, et puis l'information. Et c'est au niveau de l'information qui est très important. Et à titre d'exemple, il y a eu une enquête qui a été faite l'année dernière avec le partenaire du Diabète Lab et Dastri et d'IFOP, si ma mémoire est bonne. On avait que 67% des personnes, notamment diabétiques, qui utilisaient, enfin les 2 tiers utilisaient Dastri. Un container jaune, il y en avait les 2 tiers. Quand on est chez les patients qui sont dans des associations, on tombe à 95%. Vous voyez donc l'importance de l'information. Nous, on passe leur temps à le dire, à le répéter. Donc c'est très important. Mais dans ceux qui n'utilisaient pas, qui utilisaient et qui renvoyaient chez le pharmacien. Parce qu'il y en a 15% qui l'utilisent très, très, très bien, mais après ils le mettent dans la poubelle, comme tout le monde. Au mieux, dans la poubelle à déchets spécifiques pour le recyclage. Et ça, je vous garantis que c'est des choses qui sont fréquentes. Moi, je l'ai vécu dans mon cabinet. Comme l'a dit Patrick, j'ai été cardiologue dans une vie antérieure et on avait nos boîtes jaunes qui étaient bien pour tous les outils qu'on utilisait. Et un jour, je me suis aperçu que notre femme de ménage qui passait le soir, elle prenait ça méticuleusement et elle le mettait dans la poubelle normale. Vous voyez, donc ça fait partie des choses extrêmement importantes d'information, même si c'est très, 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 très basique. Et puis on avance un peu plus loin dans le recyclage. Maintenant, chez Dastri, il y a des boîtes violettes dans lesquelles on peut connecter tout ce qui comporte de l'électronique et des métaux ou des terres rares, par exemple, comme les capteurs de chez Abbott ou des autres, ou les pompes patch insuline, des petites pompes comme ça qu'on colle sur la peau. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit qu'on pourrait faire aussi là des économies durables parce que les pompes, on doit les changer tous les 10 jours, mais parfois les réservoirs ne sont pas vides. Mais la norme, et ça c'est un problème de norme aussi à voir avec la NSM et autres, la norme fait que c'est prévu pour tant de jours et avec une telle quantité. Si un patient utilise moins d'insuline et qu'il en reste la moitié dans la pompe, même si la pompe elle pourrait durer 5 jours de plus, la norme oblige à la jeter et à en changer. De toute façon, elle ne marcherait pas parce qu'il y a dessus une espèce d'horloge qui l'empêche de fonctionner. Vous voyez, il y a tout un tas de méthodes qui permettraient aussi de gagner du temps. Alors les industriels, ils s'y mettent. Sur les stylos, on a notamment Novo Nordisk qui a un plan qui s'appelle Return Pen, c'est-à-dire c'est des stylos jetables, mais on les rend à nouveau, qui met en place un système de récupération pour les recycler. Alors, je ne sais pas exactement comment. Et puis, avec les stylos jetables connectés, là, il y a un gros enjeu parce que le système jetable connecté, avec toute la connexion, on imagine bien qu'on ne va pas acheter la connexion et tout ça à chaque fois. Mais pour le moment, les modèles qui sont proposés, ce n'est pas des stylos qu'on recharge, c'est des petits appareils qu'on met au bout du stylo. Donc, ce qui fait qu'en fait, on change aussi souvent de stylo et on pourrait diminuer au moins par moitié le nombre de stylos. Et donc, ça, c'est une action qu'on fait, nous, de lobbying très fort auprès des industriels pour qu'ils changent leur modèle et que ce soit des stylos jetables, pas jetables, réutilisables et qui soient dans l'ensemble connectés, pas un truc en plus. Oui. Quant à chez Abbott, eux, ils ont mis en place, et on les a beaucoup aidés au point de vue réglementaire, dans les discussions qu'on avait pu avoir avec les différents ministères, parce que c'était assez compliqué, à avoir une filière qui leur permet de récupérer les métaux rares qui sont dans les capteurs. Donc, ils ont mis en place une filière d'ETZ Connect, qui est en fait une enveloppe T dans laquelle on met nos capteurs, un an de capteurs, et on l'envoie et c'est récupéré. Donc, vous voyez, tout
tout ça, on essaye, on y est préoccupé, on le fait à notre niveau, mais c'est long et c'est compliqué. Alors, dans les autres remarques qu'on s'est faites, l'un des points, c'était aussi sur la télésanté et la télémédecine, qui est quand même peut être à la fois économe de temps, mais aussi économe de transport, et qui est sous-utilisé dans l'état actuel des choses, notamment pour les maladies chroniques. Moi, je suis suivi par une diabétologue, une fois sur deux, c'est à distance la consultation, et ça économise du temps et du transport à tout le monde. Et avec les processus de télésuivi ou de télésurveillance, ça pourrait être bien plus développé que ça. Le mois prochain, enfin au mois de juillet, la télésurveillance rentre dans le droit commun. Pour le moment, il faut reconnaître que c'est marginal, hein, puisqu'on a quelques dizaines de milliers de patients et qui sont dans ces circuits, alors qu'on pourrait y en avoir plusieurs centaines de milliers. Mais on voit que c'est un sujet important également, qui permettrait d'économiser globalement des coûts de transport et même des coûts à l'assurance maladie, parce que pour la plupart du temps, il y aurait moins de transport d'ambulance. Donc vous voyez, on travaille dans ce sens-là, mais vraiment en bout de chaîne. Par contre, on essaye avec les industriels de leur faire porter ce qu'on appelle notre plaidoyer. Alors, en conclusion, pour pas être trop long, je dirais ce qui nous est important, nous, c'est d'aller, sans utiliser grand mot, vers un éco-humanisme. Hein. Bien entendu, on est d'accord avec tout ce qui est fait pour préserver l'écosystème de la planète et qui nous a permis d'exister et maintenant de subsister. Pas une seconde, on veut remettre en cause toutes les actions qui sont faites. Mais il ne faut pas oublier l'humain. Et nous, les patients, on est peut-être de notre côté très égoïste, c'est-à-dire on représente des usagers, on représente des patients, donc on veut travailler pour eux et pour qu'ils soient le mieux pris en place. Non. Et surtout qu'ils aient moins de maladies. Et donc ça veut dire que la prévention, pour nous, ça fait partie du raisonnement écologique. Alors bien sûr, les particules fines du chauffage au bois, les chauffages au bois, c'est nuisible. Mais à côté du tabac, c'est rien. Hein, il faut quand même conserver des notions. Bien entendu, les cancers, de toutes parts, ont des causes extérieures environnementales. Mais à côté de l'obésité, du tabagisme et de l'alcool, c'est pas grand-chose non plus. Hein, et puis je pourrais prendre aussi l'automobile, c'est polluant. Mais si on faisait le coût-bénéfice de l'automobile et versus la sédentarité aussi, on verrait qu'il y a d'autres mesures qui sont à mettre en place. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas, au titre de mettre tous les moyens sur l'écologie parce que c'est à la mode et parce qu'on en a besoin, il faut mettre aussi énormément de moyens sur la prévention. Et nous, ce qu'on souhaiterait, j'en profite pour le dire à Madame la directrice de cabinet, c'est qu'en prévention primaire, c'est l'affaire de tous. Comme vous avez fait dans le gouvernement pour l'écologie, c'est l'affaire de tous et que chaque ministère doit avoir une démarche. Nous, notre souhait, c'est que chaque ministère ait une démarche qui correspond à la prévention primaire, à l'école pour les enfants, le transport, etc. Je ne vais pas développer, vous connaissez ça aussi bien que moi. L'aménagement du territoire, l'alimentation, etc. Et donc, qu'on ait ces deux démarches. Et c'est une chose qui nous désespère un petit peu, c'est que, je vais faire un peu de politique, là, c'est que les partis écologiques, la santé, ça ne nous intéresse pas. Sauf quand il y a on a vraiment, d'ailleurs pour preuve, on fait des réunions parlementaires, avec des parlementaires au moment de chaque PLFSS. Le dernier était, il y avait 14 députés qui étaient là, ou représentants de députés, pas un écolo. Il n'y avait pas un écolo, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment l'écologie, nous on est à fond, mais il faut qu'il s'occupe un peu de l'homme, de la santé et de la prévention, ça nous paraît important. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, après je reviendrai, on terminera par le cabinet. Comme ça, donc, Marie-Yvonne, la vision, alors... du côté du soignant, justement, comment impliquer, alors d'une part les dialysés, maladies chroniques, mais là, ça ne se fait pas à la maison, donc il y a beaucoup de transport aussi. Donc comment les impliquer? Et puis, donc que tu nous parles de ton guide de la dialyse verte, est-ce qu'ils ont été impliqués dans ce guide aussi, les patients, pour la création? Et puis la vision aussi, donc... de sous-soins si on commence à faire des soins écolos? Alors effectivement, le groupe de travail néphrologie verte ou Green Néphrologie a commencé par travailler sur la dialyse parce qu'on sait que ça a un impact environnemental énorme.
Et dans ce groupe, c'est un groupe multiprofessionnel où on trouve tous les corps de métier d'un centre de dialyse. Et un centre de dialyse, c'est un vrai hôpital. Mais aussi, il y avait des patients. Alors, c'était un petit peu dur de les faire adhérer au sujet parce qu'ils nous ont dit exactement, comme Patrick le disait tout à l'heure, on a déjà assez de problèmes comme ça, on ne va pas en rajouter. Et puis, il y a un phénomène aussi chez les... Je ne sais pas si c'est pareil pour les diabétiques, mais chez les insuffisants rénaux, surtout dialysés, ils se sentent un peu coupables parce qu'ils ont compris qu'ils coûtaient très cher à la société. Donc là, ils nous ont dit, bon, on coûte cher à la société, et maintenant, vous nous dites qu'on pollue. Donc ça les a un petit peu inhibés. Et puis, ils ont été peu actifs dans ce groupe, en dehors d'une personne. Donc le guide a écrit une série de mesures à mettre en place dans les centres de dialyse pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour nous aussi, c'est diminuer la consommation d'énergie, diminuer la consommation d'eau qui est énorme dans un centre de dialyse, et puis aussi réduire les déchets produits. Donc on s'est aperçu qu'en fait, on n'avait pas beaucoup parlé aux patients. Très peu sans doute vont lire le guide. On a un chapitre qualité de vie du patient, mais pas plus. Et donc, dans un deuxième temps, on a pensé qu'il fallait travailler avec eux sur ce qu'ils voulaient savoir et entendre, et ce qu'ils étaient prêts à faire, parce qu'en fait, on a besoin de leur aide. On a besoin de leur aide pour justement aller un petit peu plus loin que ces mesures. Et c'est donc, par exemple, exactement le sujet du transport. Avant de démarrer le guide, on a fait le bilan carbone d'une unité de dialyse et on voit que les transports patients et soignants font 25% du bilan carbone, je crois. Et après, quand on regarde un peu plus en détail les différents postes, les différents contributeurs, le transport des patients pèse aussi lourd que les dispositifs médicaux. Donc, il y avait vraiment un travail à faire. Alors, pour les patients dialysés, donc bien sûr, viennent 3 fois par semaine en dialyse. Et l'habitude en France, en tout cas, est qu'ils viennent très rarement par leurs propres moyens ou par les transports en commun, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Ils viennent en VSL, donc en véhicule sanitaire léger. Alors, pour d'autres raisons qui sont que le transport coûte très cher aussi à la Sécu, puisque le traitement de l'insuffisance rénale terminale dialysée greffée, et c'était en 2017 ou 2014, c'était déjà 4 milliards d'euros pour 47 000 personnes. Et les transports représentaient quasiment 20%. Donc on avait déjà commencé à parler de ça avec les patients, à essayer de les encourager à accepter le covoiturage, qui concerne que 15% des patients à peu près qui acceptent le covoiturage, 20% éventuellement. Et c'est quelque chose qui ne passait pas très bien. Donc là, on revient avec ce sujet. Et puis, à terme, surtout, on voudrait que notre but est de faire le bilan carbone des différentes modalités de dialyse, parce qu'il n'y a pas que l'hémodialyse, il y a aussi la dialyse péritonéale. Il y a des dialyses qui se font dans des centres plus ou moins médicalisés, plus ou moins proches d'un hôpital ou plus ou moins proches des domiciles des patients. Il y a des traitements qui se font aussi à domicile. Il y a des dialyses longues, des dialyses courtes. Donc toutes ces modalités n'ont pas le même impact carbone, et c'est important qu'on le fasse, puisque notre but à long terme, c'est de proposer aux patients de choisir sa technique de dialyse avec cet argument-là aussi. Bien sûr, on aura toujours, les arguments principaux seront la qualité de la dialyse et la qualité de vie, mais on voudrait pouvoir aussi quand même introduire cet indicateur écologique dans le choix. Donc, on a fait un petit groupe de travail qui est petit, vraiment. Il y a 2 patients, il y a 2 IPA, et puis il y a 2 médecins, 2 néphrologues, dont une qui est référente en éducation thérapeutique dans son centre de dialyse. Et puis on a fait la liste des choses qui étaient importantes de traiter. Alors on a 3 points en fait. D'abord, donner des connaissances générales sur le changement climatique et ses conséquences, parce qu'il faut motiver les patients. Ensuite, la deuxième chose, c'est que fait votre centre de dialyse. La troisième chose, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc là-dedans, on a les éco-gestes, donc les éco-gestes du quotidien, les choses toutes simples que tout le monde connaît, mais quand on a une maladie chronique comme la dialyse, souvent on est un peu hors du monde et il n'est pas évident que les patients connaissent ça très bien.
Après, les éco-soins spécifiques de la dialyse. Alors, vous allez rire peut-être, mais par exemple, la tradition en dialyse, eh ben, c'est important. C'est de donner une collation à la moitié de la séance, au bout de 2 heures, parce que ça redonne un peu d'énergie, un peu de sucre pour finir la séance. Mais alors, tout ça, cette collation utilise et toujours encore de la vaisselle en plastique. Donc voilà, il faut expliquer aux patients que ça serait bien qu'ils arrivent avec leur mug, avec leur thermos, avec leur bouteille, enfin, ou leur petite cuillère même. Voilà, c'est des choses simples, mais il faut qu'on leur dise. Et puis après, il y a un sujet très important aussi des éco-soins, comme vous l'avez dit pour le diabétique. Il y a des patients dialysés qui font des auto-soins à domicile, donc il faut qu'ils aient bien compris ce qu'est le DASRI. Et là, on ne parle même pas des gens qui sont dialysés à domicile, qui ont plusieurs semaines et plusieurs mois de formation avant d'aller en dialyse et qui cette notion de DASRI, il faut qu'ils la connaissent. Le troisième point, c'est les médicaments, ne pas gaspiller. Les dialysés ont beaucoup de petits symptômes. Ils ont un prurite, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués, ils sont un peu anémiques. Et à chaque fois, on rajoute des médicaments. Et donc, l'ordonnance d'un dialysé est impressionnante. C'est au moins 20 lignes de traitement, et sinon 40 quelquefois. C'est impressionnant. Donc, bien sûr, tous ces médicaments ne sont pas consommés. Ils en prennent 2-3 comprimés, ils voient que ça ne marche pas, et puis boum, ils ne consomment pas le reste de la boîte. Donc, bon, après, peut-être qu'il faudrait vendre les médicaments à l'unité, ça serait pas mal. Ou avoir le droit de récupérer les médicaments, parce que... en fait, on les jette finalement. Et quand j'étais dans le service, les patients greffés, par exemple, ont l'habitude de nous ramener des comprimés. Et un jour, on a cumulé les comprimés dans un grand sac. Et un jour, on s'est amusé à les compter, les boîtes. Et en fait, il y en avait pour 7 000 € qui étaient sous la table des infirmières dans le poste de travail. C'était quand même incroyable de perdre tant de médicaments comme ça. Et puis après, bon, voilà, c'est surtout les transports dont il faut leur parler aussi. Donc voilà, on les met à contribution. Et alors, sous quelle forme initialement, moi j'avais pensé qu'on pouvait passer par l'éducation thérapeutique, parce qu'en théorie, l'insuffisant rénal a de l'éducation thérapeutique, déjà dans le choix de sa technique de dialyse ou de la transplantation. Lorsqu'il est greffé, il a encore de l'éducation thérapeutique. Le patient dialysé a le droit à une éducation thérapeutique. Donc il y a différentes phases dans le parcours où on pouvait passer ces messages. Et puis, j'ai appris à notre dernière réunion, ça m'a un peu surprise, et puis désolée aussi, que finalement, l'éducation thérapeutique est en théorie très courante en néphrologie, mais que, faute de moyens, beaucoup de malades passent à travers. Donc, on va trouver d'autres voies pour leur passer nos messages, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut réaliser, parce qu'il faut absolument impliquer les patients dans cette démarche. Et toujours, c'est très important pour nous, toujours leur rappeler que ça ne se fait pas aux dépens des soins, qu'ils seront toujours bien soignés, et que notre indicateur écologique ne sera pas le principal. Et puis aussi que, surtout, il ne faut pas culpabiliser, puisque c'est très important, ça, c'est étonnant, mais je ne sais pas si c'est pareil chez les diabétiques, mais chez nous, c'est important, c'est un sentiment de culpabilité. Alors, oui, s'il y a une question, alors du coup, on attend que le micro marche. Si je peux vous poser une question, parce que est-ce que le modèle de tarification de l'hémodialyse ne pourrait pas être un guide pour faire évoluer les pratiques? Je vois par exemple, on a des patients qui sont chez nous, qui sont insuffisants rénaux aussi, et qui nous vantent par exemple le modèle de la dialyse longue nocturne à domicile. Voilà. Ils disent ça c'est bien, mais peu de centres le font, alors que beaucoup font des dialyses courtes, plus répétées, ce qui est le même tarif d'ailleurs que la dialyse longue. Écologiquement, c'est nettement moins bon. Oui, écologiquement, c'est moins bon. La dialyse de 2 heures tous les jours, finalement, c'est pas très bien écologiquement. Voilà. Est-ce que ça pourrait être faisable ou pas, ou est-ce que c'est parce que eux ils sont dans une situation particulière en capacité de le faire? Après, il faut que les centres de dialyse, c'est-à-dire soit l'hôpital, mais souvent tout ce qui est extérieur à l'hôpital, ce sont des associations ou c'est privé. Il faut que ces centres de dialyse proposent ces modalités-là.
Or, une dialyse longue nocturne, c'est très très bien pour le patient. C'est vraiment un bon exemple parce que c'est des patients qui sont dialysés 10 heures par nuit. Ils font souvent ça la nuit parce que c'est 10 heures 3 fois par semaine. Mais ils sont dans un état de santé impeccable. Ils prennent très peu de médicaments. Ils ont des tensions normales, le phosphore normal. Oui, et du coup, ils ont une vie quasi normale. Ils travaillent beaucoup plus que les autres, que la moyenne des dialysés. Et le patient qui participe à notre groupe en plus, il fait la promotion de cette technique de dialyse. C'est un grand sportif. C'est Fabrice, oui. Oh, bah, il est connu, tout le monde le connaît. Il est aussi là, il est au conseil d'administration. Ah bah oui, voilà, c'est Fabrice, oui. Ouais. Mais la dialyse longue nocturne n'est pas rentable parce que c'est une dialyse longue qui est payée comme une dialyse qui est... Voilà. Il y a des choses à faire évoluer. Donc il y a des choses à faire évoluer. Donc bien, en effet, alors quelles sont les visions et la politique actuelle sur ces sujets-là? La transition écologique de notre système de santé est-elle une préoccupation actuellement de notre gouvernement ou pas du tout? Donc, j'ai l'impression qu'il y a l'actualité qui est plutôt en faveur, mais je vous laisse la parole. Merci. Merci d'abord de nous accueillir et de m'accueillir. Je crois que les derniers jours et la prise de parole de la Première ministre, puis de la ministre déléguée qui a lancé le premier comité de pilotage de planification écologique pour le système de santé lundi, est une preuve de cet engagement de l'action gouvernementale en faveur de la transition écologique et en particulier en système de santé. La Première ministre, c'est la première fois qu'un président de la République confie à sa Première ministre, cet objectif de planification écologique. C'est la première fois au ministère de la Santé que dans une feuille de route de ministre, en l'occurrence celle de Agnès Firmin-Lebaudot, nous avons la planification écologique. Alors, en fait, quand on est arrivé et qu'on a pris les choses en route avec, et je saluerai le travail d'ailleurs de Pierre, qui est le conseiller qui est en charge de ce sujet auprès de Agnès Firmin-Lebaudot. Donc, c'est aussi une manière d'afficher qu'au sein du cabinet, nous avons ce souhait. Il a fallu qu'on fasse un peu le point de ce qui existait. Et il serait faux de dire que rien n'était fait. Mais peut-être que les choses ne sont pas organisées comme elles le seraient et qu'il y avait une chose qui remontait très fortement des professionnels de terrain auprès de la ministre qui a beaucoup échangé, qui était celle d'avoir un besoin d'un cadrage, d'une feuille de route. C'est aujourd'hui chose faite. C'est-à-dire que 9 mois à peu près après, le premier comité de pilotage a donc été tenu lundi et il fixe une feuille de route avec un certain nombre de chantiers prioritaires, 7. Et puis un objectif transversal qui est celui de construire la planification écologique, ensuite de placer sur une formation, donc on a plus de 6500, on a un objectif de formation auprès de 6500 participants. Ensuite, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait fait en sorte que M. Stanislas Guerini soit présent lors du lancement du comité de pilotage, parce que notre idée c'est d'avoir cette animation interministérielle et qu'on arrive à dépasser les clivages pour pouvoir entraîner un objectif plus global. On a évidemment tenu compte de ce qui existe et ce qui est déjà prévu dans l'investissement Ségur pour le renforcer encore à travers les projets d'investissement et de bâtiments. Et on a aussi un objectif qui a été fixé de réfléchir à comment rendre et à créer une plateforme d'achat durable. Je ne suis pas exhaustive aujourd'hui, la feuille de route, elle est sur le site du ministère de la Santé. Je vous invite à en prendre connaissance. Notre idée maintenant, avec l'appui de 5 experts, dont vous en avez 2 à cette table, puisque Patrick et Laurie, on a la chance qu'ils aient accepté de nous accompagner dans ce travail. On va avoir à définir les indicateurs de suivi pour justement se fixer des objectifs chiffrés, mais aussi évidemment raisonnables dans un contexte qui n'est pas simple, qui est celui de la santé, évidemment avec ces contextes et ces contraintes budgétaires, et qui est donc la prochaine étape du travail pour un deuxième comité de pilotage qui devrait se tenir à l'automne. Entre-temps, l'objectif de la ministre, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller voir comment les choses se mettent en place et encore une fois, qu'on tire du terrain avec pragmatisme, avec agilité, ce qu'on est capable de faire pour l'intégrer dans cette feuille de route et lui donner une politique globale et portée. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'abord, on pourra en discuter, mais c'était une manière pour moi d'abord de revenir sur ce que porte la ministre et sous l'impulsion et sous l'autorité de la Première ministre et du Président de la République. Mais c'était parce que finalement, quand on a vu la question, elle m'a un petit peu interrogée quel rôle des usagers, parce que
j'ai envie de dire, en plus en étant directrice de cabinet, normalement on porte une politique, donc on le fait pour ceux qui attendent, les patients, et en particulier, en plus moi je suis fonctionnaire, j'ai d'abord été directeur d'hôpital, donc on travaille pour les usagers et les usagers du service public. Donc j'avais envie de dire, si on fait tout ça, c'est quand même pour eux. C'est un peu le principe normalement. Et puis finalement, en réfléchissant, et vous le dites un petit peu tous les deux, je ne suis pas si sûre que pour l'instant, on est véritablement associé et suffisamment associé les usagers. Peut-être pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas leur priorité non plus. Aujourd'hui, la priorité de nos concitoyens, c'est déjà de trouver un médecin. C'est un des objectifs, et c'est aussi pour ça que le ministère de l'Organisation territoriale et des professionnels de santé que porte Agnès Firmin-Le Vaudot a été créé. Quand on a 87% du territoire qui est désigné comme étant un désert médical, forcément, à un moment donné, ils ont autre chose à penser et que ce n'est pas forcément la première préoccupation. Mais en même temps, ça ne serait pas faire de la bonne politique que de ne pas enclencher les choses. Et puis, en préparant cette intervention, j'ai regardé un petit peu l'histoire des usagers, enfin vous la connaissez sûrement mieux que moi, avec les différentes étapes de la place des usagers jusqu'à dans la santé. Et finalement, souvent, les usagers nous ont poussé plus loin, ont été souvent via les jurisprudences administratives déjà au XIXe siècle, puis quand on pense les grands principes du service public hospitalier, ensuite quand on pense dans les années 80 avec le sida et l'impulsion des associations pour pouvoir réformer la place des usagers, et puis évidemment, on a tous en tête la loi dont on a fêté les 20 ans l'année dernière, la loi Kouchner. Toutes ces places-là font qu'à un moment donné, les usagers ont pris leur place. Est-ce qu'aujourd'hui, ces usagers, on les a invités? Est-ce qu'on est allé voir et est-ce qu'on les a interrogés sur leur rôle? Eh bien, en fait, en posant tout ça, en faisant le panorama de tout ce qui a été mis en place dans le cadre de la transition écologique, en préparant notre comité de pilotage, eh bien, je dirais que Patrick Bessot m'a un peu aiguillonné en me disant, finalement, on n'a peut-être pas, il nous manque un acteur fondamental dont il faut qu'on trouve une place dans notre comité de pilotage, et la ministre a arbitré dans ce sens-là, en replaçant l'usager. C'est-à-dire que peut-être que pour une fois, ce n'est pas forcément l'usager qui va venir vers nous tout de suite, parce qu'il a d'autres préoccupations, mais c'est peut-être à nous d'aller vers ces usagers et de les impliquer beaucoup plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle la ministre a décidé, en complément du comité de pilotage qu'elle a lancé donc lundi, d'associer et de demander par une mission qu'on va confier à la Conférence nationale santé et avec France Asso Santé aussi, d'aller travailler avec eux, de voir comment on peut monter ce temps avec l'usager. Donc il faudra d'ailleurs que les 5 experts, dans le cadre de nos travaux en vue de préparer le prochain comité, on essaie de voir comment ces usagers peuvent venir. Alors, maintenant, j'ai quand même quelques pistes et on a quelques éléments. Je suis d'accord avec vous, et quand je disais tout de suite que c'est peut-être pas leur première préoccupation, c'est parce qu'effectivement, dans un contexte où on a du mal à répondre au premier besoin, qui est celui de guérir, d'apporter une réponse médicale, une réponse de soins, il ne faut pas qu'on ait un discours culpabilisant non plus. Mais on peut avoir un discours d'acteur, d'accompagner, ce que vous disiez un petit peu tout de suite, madame. C'est celui, évidemment, de la formation. On forme et on doit former mieux les professionnels de santé et les professionnels de manière générale. Il faut aussi qu'on forme et qu'on accompagne les usagers, surtout quand ils veulent, et si on veut qu'ils jouent un véritable rôle dans les commissions qui existent dans les établissements de santé et qu'on ait cet effet de phénomène et cette démocratie sanitaire. Il faut aussi que l'on regarde, effectivement, vous avez posé les choses, comment on peut utiliser mieux les outils numériques. La télésurveillance, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui aujourd'hui va être reconnue effectivement dans le cadre des travaux qu'on a pu mener avec la sécurité sociale. Comment on arrive à faciliter, comment on arrive à faire le coût-bénéfice-risque. Il faut aussi qu'on s'interroge pour ces usagers, ce sont aussi potentiellement des professionnels de santé. Et moi, je crois beaucoup que la transition écologique, avec une génération qui est assez anxieuse, il y a une vraie anxiété aujourd'hui qu'on reflète autrement de différentes manières auprès de la jeune génération, qui est très sensible sur cette question. Si nous proposons des centres de santé, des hôpitaux qui répondent et qui sont objectivement portés sur la planification écologique, alors qu'on a des générations qui sont en recherche de sens, moi je ne connais pas beaucoup d'autres métiers que ceux de la santé, peut-être d'autres métiers que j'ai pu exercer autrement dans le domaine du régalien, où on a un sens, le sens du service public, où on sait pourquoi on s'engage. Si en plus on est engagé sur la transition écologique, je trouve que là on a un levier d'attractivité qui devient très très intéressant
et qui évidemment, on souhaite particulièrement le valoriser, le travailler avec les directions des établissements, avec les fédérations, mais d'ailleurs pas uniquement à l'hôpital, mais de façon beaucoup plus ouverte sur la ville. Donc voilà, c'était les quelques pistes pour lesquelles je suis persuadée qu'on arrivera à enclencher une dynamique favorable pour accompagner avec nous, pour porter avec nous sur ce que veut porter la ministre en transition écologique pour le système de santé, en associant les usagers, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avancera et que globalement, on apportera une politique qui répondra à nos enjeux en termes de transition écologique. Évidemment, je terminerai quand même par une question éthique, et vous l'avez tous abordée, qui est celui qu'il faudra sans doute qu'à chaque fois quand on associera les usagers, on se pose cette question qui est un peu le bénéfice-risque entre effectivement les soins. La France est quand même si on a toutes nos difficultés qu'on connaît en termes d'accès aux soins, et reste une référence en termes de soins et de qualité des soins. Il y a des exigences qui sont portées par nos concitoyens. Il faut qu'on reste à la hauteur de ces exigences-là, tout en essayant de faire accompagner cette transition écologique et qu'on soit finalement, on réponde et qu'on soit en avance de phase de ce qui nous préoccupera dans les années suivantes. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, enfin, en essayant de préparer. Puis maintenant, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Juste, Laurie, je vais juste rebondir sur deux choses, parce que le numérique en santé, tu connais aussi. Donc, parfois, c'est des fausses bonnes idées, peut-être des fois, le numérique et la transition écologique. Donc, je voulais avoir ta vision, parce que je sais que tu connais très bien. La deuxième chose, c'est sur la formation. Tu vas jouer un rôle sur la formation des professionnels. En effet, tu l'as évoqué également. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir sur l'éducation de nos usagers? Est-ce que le HESP envisage ce versant-là ou pas du tout? Puis la troisième chose, toi, Julien, parce que tu n'as pas encore beaucoup parlé. Non, mais c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je suis rentré dans la transition écologique sans le savoir, parce que ça faisait bonne dizaine d'années que je travaille sur la pertinence des soins, et j'avais utilisé le terme de sobriété des soins déjà il y a quelques années. Pour faire des bons soins, on peut réfléchir sur la pertinence, donc la réduction des gestes inutiles, l'optimisation, alors j'aime pas bien ce terme, mais voilà, des soins. Donc travailler la transition écologique, c'est pas juste travailler sur les déchets et les transports, c'est aussi avoir cette vision-là, pertinence des soins. Tu l'as dit aussi, tout ce qui est sur la prévention, pour ne pas créer des soins en fait, parce que justement le shift a bien fait voir avec une planification pour arriver à un net zéro, mais même en réduisant, on n'y arrivera pas complètement sans avoir une politique de santé publique incluant la prévention, la pertinence des soins. Oui, alors, après, il y a plusieurs façons de régler cette question il y a encore trop de demandes à la fin du scénario, même quand on a mis en place toutes les possibilités de décarbonation du système tel qu'il est actuellement. Ça peut être de dire on fait plus de promotion de la santé et de prévention, ce qui est et de juste soins, ce qui est notre proposition dans le rapport. Ça peut être on laisse en l'état et la planète se réchauffe. Ça peut être on demande aux autres secteurs de faire l'effort à notre place, mais bon là c'est pas simple, hein. On va voir les transports, ils vont nous dire attendez, nous on est essentiel. On va voir l'agriculture, ils vont nous dire on est essentiel. On va voir l'industrie, ils vont nous dire on est essentiel. Donc on a l'impression que la santé passe devant tout le reste, mais en fait c'est un peu une vue de l'esprit, parce qu'elle est aussi soutenue par l'intégralité des autres fonctions de l'État, et donc tout ça fonctionne un peu main dans la main. Donc sur la question alors peut-être que je vais prendre à rebours, mais c'est pas simple. Je voulais simplement peut-être commencer par dire, nous on n'a pas encore fait d'études, on travaille actuellement au sein de la chaire, on observe plutôt ce qui se passe à l'intérieur des établissements en termes de transformation écologique. On a regardé du côté des soignants, des praticiens, on n'a pas encore regardé exactement ce qui se passait du côté des usagers. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu quand même il y a quelques années le discours de « il ne se passe rien » à l'hôpital, ou il ne se passe rien dans le secteur de la santé d'une manière générale sur la transition écologique, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors que quand on commençait à regarder un peu dans le détail, on s'apercevait qu'il y avait des initiatives comme le CERES qui existaient déjà, qu'il y avait déjà des personnes qui prenaient en charge. C'est-à-dire, on a l'impression que tant qu'on n'a pas quantifié, en fait quelque chose qui n'a pas été mesuré et quantifié n'existe pas.
à partir du moment où vous n'avez pas pu l'observer, le mesurer et l'évaluer, ça n'existe qu'en tant qu'expérience empirique pour les personnes qui le vivent au quotidien, mais pour les autres, ça n'existe pas. Donc là, mon intuition, ce serait de dire il se passe certainement tout un tas de choses dont certaines ont été exposées ici. C'est juste qu'on n'a pas la finesse ni la quantification des expériences qui se passent vraiment au niveau des usagers. Et on a d'ailleurs attendu la minute 43 de cet échange pour parler de démocratie sanitaire. Mais c'est assez intéressant parce que je pense que ça nous rappelle aussi, finalement, l'écologie, c'est un peu comme certains autres domaines du passé. C'est un domaine qui peut apparaître assez rapidement comme très technique. Et si on parle du bilan carbone, par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut apparaître comme très technique. Et finalement, peut-être qu'on peut aussi imaginer qu'au départ, l'usager n'a pas les compétences ou la connaissance de savoir ce qui va être bien, même pour lui-même. Et ça devrait nous rappeler aussi des choses qu'on a un peu entendues par le passé dans le domaine médical, par exemple. Donc oui, le lien avec la formation, il me semble assez évident. Alors pas uniquement en tant qu'usager, en tant que citoyen, tout court, revenir aux ordres de grandeur, essayer de se représenter quel est le coût environnemental des actions, pas dans une logique de culpabilisation, mais dans une logique de transparence. Parce que savoir c'est pouvoir, Francis Bacon, donc je vous apprends rien. Donc si on veut essayer d'avoir un impact sur ses propres actions, il faut déjà savoir de quoi elles sont constituées et comment on va pouvoir après, par la suite, agir dessus. Donc effectivement, il y aura toujours des tensions paradoxales, contradictoires, mais ces tensions, c'est le principe de la démocratie. Elles sont à arbitrer collectivement avec l'ensemble des acteurs. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est exactement logique. Donc il faut générer le débat. Pour générer le débat, il faut avoir la connaissance. Et effectivement, il faut porter la connaissance auprès de tous les concitoyens. Les usagers sont des concitoyens, on est tous usagers. Enfin, moi, j'ai déjà été, donc voilà. Et pour moi, ça me paraît faire sens. Alors aujourd'hui, à l'EHESP, on n'a pas quelque chose de spécialement orienté vers les usagers. On est plutôt sur les professionnels du secteur, que ce soit managers, soignants, etc. Mais c'est une piste très intéressante aussi pour des personnes qui voudraient développer cette sensibilisation auprès des usagers. Et sur la question de la sobriété numérique, oui, je suis un peu la chercheuse rabat-joie sur la question de la santé numérique, mais c'est pas grave, Laura Le Tourneau m'avait quand même accepté dans le groupe de travail. D'une manière générale, moi j'ai observé l'impact du numérique dans les organisations avant de voir ce que ça donnait dans les organisations de santé. Donc ça a plein évidemment d'avantages et de bénéfices qu'on connaît tous. Par contre, je suis devenue totalement allergique au terme dématérialisation, mais je crois qu'il commence petit à petit à être évacué. Donc on rajoute de la matière avec le numérique, on rajoute des métaux, on rajoute du plastique, on rajoute des câbles. Pour les câbles sous-marins pour Internet, c'est 3 millions de kilomètres partout autour de la planète, sachant qu'elle fait 40 000 kilomètres de circonférence. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de câbles sous-marins. Donc, effectivement, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est dématérialisé et on est sur une activité qui a un fort impact. Ceci dit, après, il faut, encore une fois, évaluer les situations et savoir regarder au cas par cas. Globalement, ce qu'on observe, c'est que le numérique va générer des opportunités. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une logique stricte de substitution, je vais substituer la consultation en direct par une consultation à distance. En fait, je vais transformer la prise en charge au global. Donc, il est possible que ce soit plus confortable. Il est possible que d'un point de vue carbone ou environnemental, ce soit rentable. Mais en fait, il est aussi possible que j'élargisse l'offre de soins et que je génère d'autres types d'activités. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de numériser en masse les lames d'anapath. Voilà. Donc, ce n'était pas un besoin pressant, mais c'est pour le confort des anatomopathologistes, merci. Oui, mais tout à fait, mais en fait, c'est une vraie discussion, c'est quel est le bénéfice apporté par rapport à ce qui existait déjà en termes de vision directe sur le microscope, par exemple, et quel est le coût que ça représente. Donc, il y a un coût financier et désormais, il est nécessaire probablement de se poser aussi la question du coût environnemental à chaque fois. Ça ne peut plus être une donnée transparente au regard de la fulgurance des événements environnementaux sur l'échelle des temps, on peut même dire humains, mais aussi géologiques. Donc c'est fulgurant ce qui nous arrive. On s'en aperçoit peut-être pas comme ça, mais c'est fulgurant. Et enfin, il faut pouvoir aussi impliquer les usagers pour leur confort personnel. C'est-à-dire que c'est pas juste en termes de prise de conscience écologique, mais quand vous êtes traité à l'hôpital et que vous êtes en pleine canicule,
Si votre établissement n'a pas réalisé de transition écologique, par exemple, vous êtes peut-être dans une chambre qui est à 35 degrés ou plus. Bon, voilà, potentiellement. Peut-être que les blocs vont être fermés. Donc là, je vous parle de choses qui sont des témoignages, qui ne sont pas inventés. Donc il faut pouvoir faire face aussi en termes d'adaptation et pas juste penser une participation à l'atténuation, au changement climatique, aux impacts environnementaux, mais parce qu'en tant qu'usager, on subit déjà les conséquences de ces changements environnementaux. Et ça, ça peut être aussi, de mon point de vue, un moteur. Donc pour le numérique, j'ai donné une non-réponse, mais simplement pour dire qu'il faut regarder au cas par cas, mais ce n'est pas si évident que ça. Ouais. Je vais juste te redonner, ça tombe bien, voilà. Je voulais te redonner la parole parce que comme on a fait un petit tour de table de tout le monde, voilà, tu as débuté et que tu nous refasses voilà, tes réflexions de ce que tu as entendu. Je vais être taquin si vous m'autorisez. C'est pas désagréable, c'est seulement taquin par rapport à des propos. La CNS de santé, c'est pas du tout le représentant des usagers. Oui, France à santé, oui, mais la conférence nationale. D'ailleurs, elle sert à tellement de choses qu'on l'a absolument ignorée dans la crise du Covid. Donc, c'est à se demander si cette structure ne devrait pas être revue. Mais enfin, bref, j'ai dit taquin. Ah oui, bien. Deuxième chose, taquin, on ne parle plus de démocratie sanitaire parce que sanitaire, c'est les hôpitaux. On préfère parler de démocratie en santé parce que justement, là, on aborde un problème générique de la prévention, de ne pas être malade et que c'est l'affaire de tous. Donc, je préfère qu'on parle de démocratie en santé de manière, justement, comme vous l'avez très bien dit, impliquer tous les autres acteurs dans ce domaine, depuis l'aménagement du territoire, l'éducation nationale, qui ont tous quelque chose à faire là-dedans. Nous, on voudrait qu'il y ait un comité interministériel de la prévention sous l'égide du Premier ministre et du ministère de la Santé, mais qui regroupe tous les gens et tous les autres ministères, comme vous le faites pour d'autres structures, de manière à ce qu'on puisse aborder tout ce qu'on peut faire. Dernière chose, là aussi, je trouve que c'est une drôle d'idée de confier la partie qui va être strictement ambulatoire à le HESP, qui forme que des personnels qui sont dans les établissements hospitaliers. Je trouve ça aussi un peu aussi curieux que quand la FHF dit on va faire de la prévention primaire. Moi, ça ne me paraît pas être le métier de la FHF de faire de la prévention primaire. C'est le métier d'autres professionnels et qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Parce que ce qui est important, c'est que dans la prévention primaire, il y a énormément d'autres professionnels qui doivent être impliqués, qui ne sont pas des professionnels de santé, qui ne savent pas bien le faire. D'ailleurs, la preuve en prévention secondaire et tertiaire dont vous parliez, l'éducation thérapeutique, on a un mal fou à le faire, d'une part, et qui peuvent être capables de faire cet apprentissage de la prévention et des bons gestes un peu partout. Non, mais ça, c'était des petites réflexions simplement par rapport à ce qu'on nous dit. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui nous paraît très important, nous, au niveau usager, c'est l'eau. Et avec tous les polluants et les médicaments, et ça redébouche à la fois aussi sur ce qu'on fait des médicaments qui ne sont pas utilisés. C'est un sujet, on ne sait pas trop quoi répondre en tant qu'association. On dit rapportez-les aux pharmaciens. Il y a des pharmaciens qui nous disent moi, si on me les donne, je les jette. Là, il y a un problème de ce côté-là qui nous paraît pas clair à régler. Je ne sais pas si c'est une vision personnelle due mauvaise volonté de mes pharmaciens ou pas, mais j'aime beaucoup les pharmaciens, donc je ne le pense pas. Donc voilà. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est toujours dans le même débat, c'est que il faut aller chercher les idées locales, parce que cette histoire-là, ça va passer par des milliers de petites solutions en local, en territorial. Et on est très très heureux qu'on ait une ministre des territoires, ça nous paraît très important. Et donc il faut non pas que ça descende de haut en disant, mais il faut aider en local et inciter en local. Je prends un exemple, ça pourrait être inciter par exemple les CPTS en leur mettant dans leur mission, en mettant une petite ligne comme ça supplémentaire avec des moyens et de la formation. Parce que les solutions, elles vont venir du local. On le voit dans les pays nordiques où il y a extrêmement, c'est au niveau des communes et locales où on s'occupe de ça. Et puis, dernière chose à propos du local, s'occuper aussi de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les régions qui sont les plus pauvres chez nous, parce que c'est là qu'on voit que la pollution elle est le plus importante, que les maladies elles sont le plus importantes, que les déterminants sociaux de santé sont fondamentaux. On voit qu'il y a plus de diabétiques, plus de cancers, plus de tout ce que vous voulez dans ces territoires-là. Il faut aller porter une attention encore plus spécifique dans ces territoires-là, et c'est aussi une attention qui est
tout horizon. Je veux dire, faut aider, inciter, obliger les grandes surfaces à faire attention à ce qu'elles vendent dans ces endroits-là, pour prendre un exemple sans les développer, mais ainsi de suite. C'est ça un peu notre... Et puis, dernière chose, nous usagers, on est à votre disposition parce qu'on ne demande pas mieux que de participer. Alors, peut-être pas tout le monde, parce que les usagers sont malades, hein, et donc ils sont fatigués. Donc, c'est sûr que s'impliquer, c'est difficile. Mais on trouve sûrement des associations qui s'intéressent beaucoup, comme la Fédération française des diabétiques. Par Mais, exemple, qui a par répondu. exemple, non, mais oui, mais on s'y intéresse depuis plus de 10 ans, donc c'est pas une nouveauté opportuniste, si tu veux. Mais il y en a d'autres aussi qui s'y intéressent. Je pense à la santé respiratoire, par exemple. C'est un sujet qui est pour eux extrêmement important, la pollution et tout ça. Ils s'intéressent énormément à tout ça. Mais il y en a d'autres. Juste pour le point sur l'ambulatoire, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous soulignez sur la question de la formation sur les professionnels. Je ne suis pas sûr que vous soyez les mieux placés pour former les gens qui seront dans les territoires ou plus près des patients, parce qu'ils ne passent pas par votre formation, qui est par ailleurs très bonne pour les cadres et tout ce qui est à l'hôpital. Là, on est avec des gens qui vont être en ville, comme on dit, ou à la campagne, et qui n'auront jamais eu ces programmes-là. Ah oui, non, mais c'est juste. Vous n'allez pas dans les IFI. Je voulais préciser que pour dans l'instant, les IAE, il n'y avait pas de formation spécifique pour les professionnels en ambulatoire. Voilà. Autant c'est important pour les directeurs d'hôpitaux et tous les personnels de le faire, mais autant vous n'aurez pas accès à toute cette population qui va être importante. C'est ça ce que je veux dire, rien de plus. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que pour les formations initiales, aujourd'hui, il y a un module qui a été monté par le docteur Marine Sarfati, je pense que c'est bien de le nommer ici, qui a d'ailleurs été introduit par la ministre il y a quelques mois maintenant, sur la santé et environnement, qui est un module donc, en ligne pour les facultés de médecine et qui a été porté par les doyens. Et qui est accessible, mais c'est vrai que c'est pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en formation. Pour toutes celles qui sont déjà en poste, il existe des formations, notamment de professionnels de santé. Je pense à Alice Barra, qui est aussi experte de la task force et qui fait ces formations auprès, effectivement, des libéraux. Donc ça, c'est... voilà, pour nous, ça reste important. Alors, pour ce qui est de l'EHESP, mais je ne vais pas parler spécifiquement de l'EHESP pour le coup, mais ça me permet de revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous disiez notamment, mais c'était d'un point de vue politique, et c'était intéressant, les écologistes ne s'occupent pas trop de la santé. Par contre, du côté de la recherche, ça, c'est tout le contraire, hein, puisqu'il y a un domaine de santé-environnement. Il y a un domaine de santé-environnement, il y a tout un travail qui est fait par mes collègues sur les inégalités sociales de santé, dans le département également santé-environnement, au plus proche aussi des associations, des territoires, des professionnels de terrain, des CPTS, des dispositifs d'appui à la coordination. Tout ça est travaillé aussi au sein de l'école, au niveau notamment des différents pôles de recherche. Et puis la discipline de santé-environnement, elle n'est pas du tout exclusive à l'école. Elle, pour le coup, elle existe depuis très longtemps un peu partout. Elle a peut-être été mise un peu de côté ces 20 dernières années parce qu'il y avait un recul des maladies infectieuses et même un recul de certaines pollutions. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On recommence à avoir des niveaux de pollution qui augmentent et on recommence à avoir l'émergence, même si on les voyait quand même un petit peu arriver du côté de l'OMS, des maladies infectieuses. Et donc, la discipline de santé-environnement est remise, on va dire, en lumière, mais elle a toujours existé. Et elle est très présente maintenant dans les établissements de santé publique. Ouais. Isabelle, tu voulais répondre. D'abord parce que aussi en plus de la transition écologique, la ministre a la charge du programme santé et environnement et que ça fait partie des éléments que nous avons relancés. La ministre a redynamisé le groupe santé et environnement et d'ailleurs la feuille de route du GSE devrait être présentée avant d'ici l'été. Quand vous parlez territoire et je crois que enfin, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la ministre est particulièrement attachée, et elle le tient notamment par l'intitulé de son ministère, qu'elle essaie de faire vivre entre ce qui remonte des territoires. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la feuille de route, mais vous verrez qu'il y a à chacun de nos objectifs des références dans ce qui est déjà mis en place pour que justement on part du terrain et comment on peut essayer de proposer de le reproduire, de le diffuser
tout n'est pas forcément à prendre tel que, mais peut s'adapter à chaque territoire. Et ce principe-là, ce mécanisme-là, cette méthode, c'est un souhait aussi qu'on retrouve dans le CNR, voulu par le président de la République, qu'on diffuse et qui se retrouve à travers notre feuille de route transition écologique. Et alors, en plus, la ministre doit être à pas loin de 100 déplacements, c'est-à-dire qu'elle va très très souvent sur le terrain pour voir, et justement, elle nous a demandé que les prochaines semaines, avant le prochain COPIL, elle aille voir tous les exemples, tous ceux qu'elle n'a pas forcément et qui sont cités dans la feuille de route, et qu'on essaie de voir comment on peut faire le lien. Donc, en tout cas, soyez persuadés, et s'il y a d'autres expériences, d'autres initiatives, au contraire, on sera là pour les valoriser. C'est aussi l'objectif de ce comité, qui était plutôt en fait demandeur d'avoir quand même une espèce de cadre, d'où ce comité, d'où cette feuille de route, pour pouvoir savoir aussi où on va, parce que c'est aussi important d'avoir un objectif, une trajectoire. C'est l'objectif, mais sans encore une fois, en tout cas, c'est vraiment pas son souhait, nier les initiatives et au contraire les valoriser. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans le cadre de la problématique sur l'accès aux soins, la ministre a confié 2 missions, entre autres. Une mission pour faire le point sur les CPTS, et donc les conclusions seront rendues à la fin du mois de juin, et on est d'ores et déjà sûr que dans les CPTS, nous aurons un élément sur la transition écologique. On va revoir la façon dans les objectifs, mais ça va faire partie des éléments qu'on va pousser. Il n'y a pas de raison qu'on ait une démarche très proactive dans les établissements de santé et ne pas l'avoir dans le monde libéral, même si, en termes de proportion, les questions ne se posent pas de la même manière. Parce qu'en fait, ça fait partie d'un ensemble global. Si tout le monde, en quelque sorte, s'y met, on a un effet d'entraînement. Pareil pour les MSP. La ministre est très attachée, quand elle va visiter, à essayer de voir comment ont été construits les MSP. Et donc, vraiment plus souvent, les MSP sont construites ou envisagées dans un programme associant des collectivités territoriales. Eh bien, forcément, elle pose la question, elle voit comment le cahier des charges a intégré et demande à ce que ce soit. Et donc, ça fera aussi partie, parce que c'est une autre feuille de mission, on devra avoir un point mi-juin, dans lequel on va insister sur cette partie-là. Et ça me permet de faire un autre point. Tout à l'heure, vous disiez, bon, il faudrait qu'on regroupe tout. Bon, on ne peut pas tout mettre à la Première ministre, là, elle a déjà beaucoup de choses. Par contre, il faut qu'on travaille encore plus en interministériel. Et peut-être qu'on ne le dit pas encore assez. Par exemple, aujourd'hui, on l'a vu dans le comité, on a forcément associé la fonction publique, parce qu'on ne pouvait pas faire la formation sans eux. On avait invité l'agriculture. L'agriculture, c'est pas évident de travailler agriculture et santé. Vous parlez de l'eau. Moi, j'ai très souvent des discussions avec les collègues du cabinet, parce qu'évidemment, ils ont des objectifs, ils ont une pression forte de la part de leurs agriculteurs. Il y a une vraie transition à faire par la filière agricole, qui est en plus un fer de lance dans notre économie, etc. Et en même temps, on a une vraie problématique eau. Alors, la santé étant en plus responsable de la partie sur la qualité de l'eau, donc on a cette tension permanente, mais on travaille avec eux et on apporte nos arguments. On l'a vu à travers, par exemple, le plan nitrite qui a été porté par les 2 ministères. Donc on a ce souhait et cette volonté pour pouvoir essayer de conjuguer, parce qu'en même temps, vaut mieux qu'on se confronte et qu'au départ on ne soit pas d'accord pour essayer d'avancer, parce que quand on se connaît, en général, on arrive mieux à avancer. Donc en tout cas, soyez assurés qu'on ait à la fois ce travail du territoire pour le faire remonter, et cette volonté interministérielle, il faut peut-être qu'on la renforce encore et qu'on la montre encore. Bon, alors, avant que peut-être que je relance le débat, on a comme ça un peu de temps pour la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, comme vous avez la chance d'avoir un panel d'experts? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, ou sinon je vais faire... Bonjour, donc Gaëlle Raboyot de l'Agence du développement et de l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce comité, donc on voit qu'il y a plutôt tout ce qui est établissement de santé, usagers, et puis effectivement d'autres structures un peu plus transversales. On n'a pas forcément cité tout ce qui est industriel, qui est quand même on va dire, à l'origine de tout produit de santé et médicaments de santé, comme l'a cité monsieur avec Nordisk et le stylo de l'insuline. Du coup, je voulais savoir si c'était identifié, approprié. Oui, alors déjà on voulait créer une espèce de communauté des acteurs de la santé. Et donc cette volonté de regrouper que j'évoquais tout de suite était le premier objectif du comité de pilotage.
Nos prochains travaux, c'est justement de travailler avec les industriels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on communique sur nos objectifs, sur nos indicateurs, parce que si les industriels, tout à l'heure on parlait des médicaments, mais si à un moment donné on ne leur explique pas quels seront nos objectifs et donc les implications que ça peut avoir en termes de lignes de production, d'adaptation du milieu industriel, effectivement, ça ne va pas le faire. Donc dans nos prochaines étapes du prochain comité de pilotage, entre-temps, d'ailleurs on l'a déjà commencé, on a des travaux avec le cabinet de l'industrie pour voir comment parler, comment faire la transition et alimenter, donner les informations. Alors évidemment dans toutes les limites qui sont celles des jeux et des jeux économiques avec le secteur de l'industrie. Pour tout vous dire, j'évoquais avec la ministre lundi que maintenant qu'on avait lundi on avait réuni les acteurs plutôt de la santé, j'allais dire effectivement un peu entre eux, je lui disais peut-être qu'on pourrait avec les experts avoir un temps d'échange avec les industriels une fois qu'on aura un peu plus avancé et en liant le cabinet industrie. Donc vous avez devancé ce que je lui ai proposé avant-hier. Oui, il faudra peut-être qu'on échange ce qu'on a mis en place depuis 2 ans au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, toute une dynamique entre industriels, centres hospitaliers et recycleurs aussi. Donc ça s'appelle Loop Santé. Très bien, on va venir vous voir avec Pierre tout à l'heure alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, ce n'est pas une question. Oui, si c'est une question. Vous avez parlé de formation et de formation continue. Aujourd'hui, la formation continue pour les professionnels de santé, ça passe par un organisme qu'on appelle l'Agence nationale du DPC avec des orientations prioritaires qui ne sont pas forcément ad hoc avec les différentes orientations du gouvernement ou les différentes préoccupations de la collectivité. Est-ce que vous envisagez de passer par les fonds d'assurance formation de manière à faire des référentiels compétences qui puissent être abondés par d'autres modes de financement que par l'Agence du DPC? Je sais pas, c'est peut-être un peu technique, mais... oui, c'est une casquette, mais je vois qu'il y a tout un tas de sujets qui ne peuvent pas être traités dans le cadre du DPC, qui est vraiment très médicalisé, entre guillemets, alors que quand on est dans une démarche qui est beaucoup plus professionnelle comme celle-là, ça pourrait être par un autre biais, mais il faut qu'il y ait des référentiels de compétences, il faut que ce soit France Compétences qui s'en occupe, et donc le ministère de l'Éducation, du Travail, etc., je sais plus, etc. Je ne l'ai pas dit assez tout à l'heure parce qu'en fait, mais c'est un des objectifs qui est fixé dans la feuille de route. Donc les modalités ne sont pas encore aujourd'hui complètement définies. Ça fera partie des éléments dont on parlera notamment avec Laurie, mais pas que, sur la formation. C'est vrai qu'on s'est plutôt aujourd'hui, d'abord on a pensé aux établissements de santé, on a pensé assez classique. Et ça peut paraître très étonnant, mais par exemple, sur la formation de tous les cadres de la fonction publique, on est passé en formation obligatoire qu'à l'automne dernier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on pouvait faire des formations de temps en temps. Et on a été obligés, et à commencer par les cabinets, parce que tant qu'à faire, il faut quand même un peu montrer l'exemple, on a été tenus d'aller faire cette formation. Donc, il y a vraiment tout ce circuit. Donc, aujourd'hui, on est en train de le retravailler avec, pour ce qui concerne la fonction publique plutôt. Donc, on va travailler en interministériel avec le ministère de la fonction publique. Et effectivement, avec la recherche et l'enseignement, il faut qu'on voit comment... mais ça fait partie de nos chantiers. C'est un peu tôt, là, je ne peux pas rentrer plus dans le détail, mais ça fait partie de ce qu'on a identifié, effectivement. Tu avais une question, Rudy ? Non ? Ah, non, je croyais que tu voulais passer une question. Je peux en poser une parce que j'en avais. Moi, je me pose une question pour revenir sur les médicaments non utilisés et les transports sanitaires, qui sont un gros sujet, je trouve, pour les usagers. Donc, médicaments non utilisés, je crois que c'est autour de 14 000 tonnes qui sont brûlées tous les ans par Cyclamed. Transport sanitaire, c'est autour de 87 millions de transports sanitaires. Là, je m'adresse à la fois aux représentants des usagers, mais aussi au pouvoir politique et à tout le monde, sur, en fait, est-ce qu'il y a des réflexions sur ces deux sujets précisément ? Est-ce que, par exemple, Cyclamed pourrait, plutôt que de brûler, réutiliser ? Je sais qu'il y a eu des abus par le passé, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Est-ce que c'est prévu de revenir là-dessus ? Parce que 14 000 tonnes, c'est pas neutre, ça a un coût, et en plus un coût environnemental. Et idem sur les transports sanitaires, est-ce que les usagers seraient prêts, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, professeur Ourmand, c'est compliqué pour les usagers ils peuvent être fatigués de prendre des transports, mais peut-être que l'aller peut se faire en transport en commun, le retour en transport sanitaire, etc. Est-ce que, ça ferait quand même une moitié. Est-ce qu'il y a des pistes là-dessus ou pas encore ?
Sur les médicaments, l'une de nos préoccupations, c'est le stockage par les plus que les inutilisés, parce que les patients qui ont des traitements comme ça, je pense à l'insuline notamment, ont une telle trouille qu'il y a une rupture de stock, etc., qui font des surstockages. Et il y a une enquête qui a été faite par le FNI, des infirmiers, le syndicat des infirmiers, qui est allé voir ce qu'il y avait dans les frigos des gens, et on a vu qu'ils avaient des mois d'avance d'insuline. Alors après, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces insulines ? Bon, je ne sais pas, mais ces surstockages peuvent créer des véritables pénuries à certains moments. On l'a vu au début du Covid. On a assuré tout le monde, on assure une veille avec la NSM qu'il n'y aurait pas de problème sur la délivrance des insulines. Il y a quand même des secteurs où, d'ailleurs, ça s'est vu dans les délivrances, parce que d'un seul coup, ça a augmenté, puis après, ça a baissé brutalement. Les gens avaient stocké. Donc, on essaye, nous, d'être plutôt sur cette dynamique-là. Alors après, c'est ce que je vous disais, c'est un problème d'information. Il y a un certain nombre d'années, quand on donnait les médicaments aux pharmaciens, on avait bonne conscience parce qu'on se disait ils vont être redistribués. Maintenant, on sait qu'ils sont détruits. Donc les gens se disent, après tout, si c'est détruit, autant le mettre dans la poubelle, ça va être détruit aussi. Donc il y a un problème d'information et puis de transparence de ce qu'on en fait et de ce que ça devient qui est important. Pour les transports, je ne veux pas dire qu'il faut, mais c'est vrai, vous avez raison. Bon, je suis cardiologue, on avait un centre de rééducation, et quand je voyais les gens qui venaient en rééducation cardiaque, qui refaire de la gym, avec les kinés, du tapis roulant, etc., qui arrivaient en ambulance ou en VSL, ça nous paraissait quand même un peu curieux. Hein, mais c'est vrai, bon. Mais ce n'est pas aux associations d'usagers d'aller. Déjà, les patients sont suffisamment stigmatisés pour un certain nombre de choses. C'est pas à nous de le faire, hein. Mais bon, on s'y opposerait pas. C'est peut-être pas le transport, le problème, c'est peut-être la localisation de l'hôpital. Et là aussi, l'intérêt enfin de travailler avec les territoires, parce que justement, enfin, c'est un hôpital, c'est dans un territoire, dans une ville, comment on peut gérer le transport au niveau local. Non, mais le professeur Ourmand l'a dit tout à l'heure pour l'insuffisance rénale, mais c'est pareil pour l'insuffisance cardiaque, c'est pareil pour le diabète. On a un très gros problème d'absence de structuration d'éducation thérapeutique satisfaisante. Ils sont presque tous dépendants des établissements hospitaliers, pour des raisons notamment de nomenclature, hein, puisque en ville, une diététicienne, c'est pas pris en charge, un psychologue, c'est pas pris en charge, une activité physique, c'est pas pris en charge, donc à l'hôpital, c'est pris en charge dans le prix de journée. Donc là, il y a un problème. Pour nous, on est à peu près à 15%. 15% des patients éligibles qui ont une éducation thérapeutique. Et ça, c'est bon, enfin, je ne sais pas si c'est la sobriété de l'éco-conception, mais il faudrait le rapprocher des patients. Nous, notre modèle, c'est de le faire avec les associations. Puisqu'on a la chance d'avoir une centaine d'associations fédérées qui sont une par département et qui chacun font un travail. Nous, notre objet, et on forme des patients grâce à un partenariat avec l'assurance maladie qui s'appelle Élan Solidaire. On a 150 à 200 patients experts en permanence qui travaillent. Et pour nous c'est comme ça qu'on pourrait approcher au niveau du territoire avec une aide entre les CPAM et les associations et le programme SOFIA pour essayer de coordonner tout ça. Bon, mais je parle que pour le diabète. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que vous envisagiez de créer un éco-score, tout comme il y a des scores pour les aliments A, B, C, D, E, F, de type éco-conception? Pour les DM, pour les dispositifs médicaux, pour les hôpitaux, pour les médicaments? Eh bien voilà, vous posez les questions à ma place. Pardon, excusez-moi. Pour tout ça, alors? J'ai quelques éléments de réponse. En fait, nous, on travaille actuellement au Shift Project à essayer d'objectiver des critères de performance environnementale là, sur les médicaments, déjà. Donc ça va prendre quelques mois. Alors il y a déjà des labos qui se sont un peu lancés dans cette course. Donc c'est intéressant, sauf qu'ils ne vont pas forcément tous regarder la même chose. Et donc
voilà, ça va être peut-être plus en fonction de ce qui va les mettre un petit peu en haut du podium à chaque fois. Voilà, donc il faudrait vraiment des critères qu'on puisse objectiver un peu de l'extérieur. Et idéalement, si ça pouvait se faire à un niveau un peu international, ça serait vraiment super, quoi. Donc l'échelle européenne serait vraiment un petit peu le bon endroit la bonne échelle pour ce type d'exercice. Et d'ailleurs, on commence à y travailler avec quelques collègues, d'ailleurs, dont certains ne sont plus européens au sens strict du terme, mais voilà, au moins physiquement. Et de l'autre côté de la Manche. Pardon ? De Oui, l'autre côté de la Manche. l'autre côté, pour ne pas les citer. Donc c'est quelque chose qui se fait. Sur les dispositifs médicaux, ça commence aussi à arriver petit à petit. Là, on travaille moins directement dessus, mais ça va être exactement dans la même lignée. Pour les hôpitaux, là, on serait plutôt sur des formes de labellisation, j'imagine. Alors, de ce que je connais aujourd'hui, il n'y a pas, même s'il y a des ambitions de Green Hospital, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des labellisations encore qui existent. Même aux États-Unis, ça reste très discret. Il y a des organismes, des offreurs de soins qui ont des planifications écologiques avec des objectifs net zéro, etc. C'est le cas de Kaiser Permanente. Quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est pas toutes les, par exemple, c'est pas toutes les émissions carbone qui sont prises en compte, c'est que les émissions directes, c'est pas toutes les dimensions environnementales, etc. Donc c'est un sujet complexe, donc à la fois d'un point de vue technique et à la fois dans ce qu'on va choisir d'arbitrer en fonction de ce qu'on a besoin de conserver du côté du soin et les efforts qu'on peut quand même mener. Donc oui, c'est dans les tuyaux. Et on espère aider la puissance publique et tout le monde à objectiver ces sujets-là. Et on n'est pas les seuls à travailler dessus, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Juste, du coup, mais planification, c'est donc d'avoir des objectifs, un calendrier, mais un des objectifs, ça va être aussi d'avoir des indicateurs. Donc, un mot sur ce pilotage, justement, et moi, je voulais juste dire, en complément, que notre groupe a envisagé d'avoir un éco-dialyse score. Parce qu'en plus du bilan du DM lui-même, il y a aussi la façon de dialyser le patient. On débite, le sang débite plus ou moins. Enfin, ça aussi, ça intervient. Et donc, on pouvait très bien envisager un score comme ça. Oui, parcours de soins. On a un objectif d'indicateur qui d'abord doit s'inscrire dans la continuité de ce que veut porter aussi la Première ministre et le Secrétariat général pour la planification écologique qu'il faut qu'on déploie ensuite dans le secteur de la santé. Donc c'est l'objectif et les travaux entre les deux comités de pilotage. Et puis on a, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais quand on parlait du rôle des usagers, l'accélérateur quand même a été pour les hôpitaux par exemple la certification, enfin ce qu'on a d'abord appelé l'accréditation, etc. Il faut aujourd'hui qu'on intègre complètement cette donnée-là, c'est-à-dire que c'est un moyen aussi de venir rendre compte devant nos concitoyens de la qualité de l'effort qui est fait par une communauté, par un ensemble, une structure hospitalière, et donc il faut qu'on arrive effectivement à le mesurer, comme disait tout à l'heure Laurie. Et nous, notre objectif, c'est effectivement de l'intégrer dans les éléments de certification comme étant une preuve qui viendra appuyer la politique en termes de planification écologique pour le système de santé. J'ai juste un point. C'est-à-dire que d'avoir des indicateurs qui sont en fonction des dispositifs médicaux, des exemples que vous donniez tout de suite. Après, on peut être sur des points de vue indicateurs pour les professionnels, et dans ce cas-là, ils se positionnent, ça les guide, c'est une aide à la décision. Après, il faut penser aussi que les usagers, nos concitoyens, à un moment donné, il faut qu'ils aient quand même une lisibilité à tout ça. Donc, il y a quand même cet enjeu aussi. Aujourd'hui, par exemple, on a Nutri-Score, par exemple, pour ce qui concerne, puisque l'alimentation, c'est comme la santé, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Je veux dire que c'est sans doute, quand on regarde des enquêtes, c'est un outil qui est très, très utilisé quand on fait les courses, etc. Est-ce que demain, si on rajoute d'autres informations, est-ce que ça va contribuer à cette lisibilité? Est-ce qu'on sera dans l'objectif qu'on poursuit? Bon, c'est comme toujours, quand on réfléchit à ces choses-là, il faut essayer de peser quel est l'objectif recherché et quel est le meilleur moyen pour y parvenir. Oui, en sachant que la cible n'est pas la même, parce que c'est prescrit. Alors la cible, c'est plutôt les professionnels, en l'occurrence, alors que le Nutri-Score, c'est le consommateur qui choisit. Donc et puis, pour nous, le premier facteur, c'est l'efficacité. Hein, ça, y a pas...
Il y a pas, donc il faut que ce soit efficace. Alors après, si l'écologique, c'est bien, mais s'il y a deux produits, un qui a un mauvais score et l'autre qui est plus efficace, il n'y aura pas photo. Hein. C'est ce qu'on disait, on ne va pas revenir en arrière sur la qualité et la sécurité. Donc il faut allier les deux. Et puis alors, le troisième facteur, ça va être le prix, la discussion du prix, parce que les contraintes sur les... Je parle surtout du dispositif. Les contraintes sur les fabricants sont quand même énormes. S'il y a ça en plus dans la discussion, voilà, c'est un ensemble complexe. Et puis le fait qu'ils sont fabriqués en France, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais le principal critère pour nous, c'est l'efficacité d'abord. Alors là, je vais prendre une autre petite étiquette. Je reprends mon rôle de soignant. On a créé CRS, ce groupe de sociétés savantes, et on essaye de réfléchir sur des recommandations de bonnes pratiques. Enfin, je veux dire, le critère 1, c'est la même qualité de soins. Et pour la même qualité de soins, est-ce qu'il y a une pratique, est-ce qu'il y a une utilisation qui serait plus éco-responsable? Mais je veux dire, la déontologie est que, ce qui prime, c'est le service médical rendu en premier. Et en tout cas, je pense que c'est très clair du côté des soignants. Mais après, pour deux soins équivalents en termes de qualité, on a beaucoup souvent dit le critère purement économique, mais je pense que voilà, il faut passer maintenant à un autre critère et qui vont souvent ensemble. Le critère écologique est souvent économique aussi. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On a 5 minutes encore. Donc, une dernière? Non, mais je voulais rebondir sur la formation des usagers simplement, le temps qu'on passe la formation des usagers. Ça passe par les associations d'usagers essentiellement. Et là, on est tous disponibles. C'est un peu moins France Asso Santé, parce que France Asso Santé, ils sont au niveau politique et ils ont moins de contact direct avec les différentes pathologies. Donc ça se passe plutôt par une déclinaison comme ça. Nous, à la Fédération des diabétiques, c'est pas la fédération qui fait, c'est les associations locales. On leur fournit le matériel. Donc c'est un peu cet effet-là. Mais on a créé un collectif des maladies cardio-neuro-métaboliques parce qu'on a les mêmes préoccupations entre Alliance du Cœur, le CNAO pour l'obésité, France AVC, France HTAP et la Fédération française, justement, pour pouvoir porter des plaidoyers communs sur des sujets comme ça, communs, que nos patients, nos adhérents ont in fine des sujets de préoccupation extrêmement proches. Bonjour, je me posais la question de est-ce qu'il y a dans les réflexions autour de la fabrication des médicaments et des boîtes de médicaments, une réflexion autour de est-ce que ça pourrait pas être possible de créer des rouleaux de médicaments qui permettent de donner le nombre de médicaments suffisant pour le patient. Oui, comme dans certains pays. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour la réglementation médicamenteuse. Ceci dit, dans le rapport, on avait fait déjà la proposition, ne serait-ce que l'ajustement des conditionnements aux prescriptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est déjà pas le cas tout le temps. Et rien que cette proposition-là, on avait fait une estimation, ça fait déjà gagner quelques pourcents. Là, je parle du point de vue du bilan carbone, ce qui n'est pas du tout négligeable. D'accord. Après, sur les rouleaux de médicaments, j'ai pas d'avis spécifique. Je sais juste que sur la question, parce que ça se rapproche un peu de la distribution à l'unité, en fait, ce que vous nous évoquez, ça se fait déjà ailleurs dans le monde, donc il faudrait voir s'il y a la possibilité de répliquer. Parmi les choses qui se font ailleurs dans le monde et qu'on a fini par répliquer, à ce que j'ai compris mardi, c'est le reprocessing, notamment. Donc la réutilisation de reconditionnement de matériel à usage unique. Donc voilà, donc c'est pas impossible que ça arrive aussi pour ça. Et oui, ça fait partie des discussions qu'on avait posées. Après, il y a aussi l'éducation, en effet, au niveau des prescripteurs. Moi, le premier, quand je vois un malade qui sort du service et je mets pansement pour 15 jours de pansement à domicile,
Maintenant, c'est des 7, on en parlait, tout est à usage unique, où en fait, il y a déjà 3, enfin, le matériel est trop, et puis je mets pour 15 jours de pansement, et puis en fait, c'est bien cicatrisé au bout d'une semaine, et l'infirmière arrête de passer, et voilà, et donc il y a une surprescription, mais alors après, voilà, donc il y a aussi cette prescription-là, comment on l'adapte pour pas qu'on surprescrive. Est-ce qu'il faut un relais, un minimum, puis après justement le médecin généraliste ou pas, le pharmacien qui adapte et qui dit je vous donne que ça et vous revenez, enfin voilà. Ça vient aussi un peu parfois des... Oui, le mea culpa vient de chez nous aussi des fois. Oui, oui, exemple vécu, j'ai été opéré il y a 2 mois et je me suis retrouvé avec une boîte, un paquet énorme de médicaments dont on n'a pas eu de mère. Mais enfin, encore une fois, je vais peut-être botter en touche ou pas répondre à votre question, mais le problème vu des usagers, c'est plutôt la qualité du traitement et l'observance. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des outils, et on compte beaucoup sur les outils numériques, mais pas seulement, éducation thérapeutique et autres, pour que les médicaments prescrits, parce qu'on part du principe que si c'est prescrit, c'est utile. On ne veut pas admettre que les médecins et les autres prescrivent des trucs inutiles. Et si c'est utile, il faut qu'il soit bien pris et dans des bonnes conditions. Et pour nous, c'est le bon usage qui est important. De ce côté-là, c'est ça la priorité. Hein, s'il reste trop de médicaments, on peut se poser la question, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que le patient en a trop pris ou est-ce qu'il ne les prend pas, tout simplement? Donc, on a cette préoccupation-là. Et puis, pour répondre sur l'angle de bois, je veux dire, c'est impossible en France de changer le système. En France et dans d'autres pays, les pharmacies... Vous avez déjà été dans un pays, aux États-Unis ou en Angleterre, où ils distribuent les médicaments à l'unité? Vous avez vu comment ça se passe? On amène l'ordonnance. On revient plusieurs heures après, ils vous donnent des boîtes qui sont d'abord toutes pareilles, de toutes les mêmes couleurs, avec les médicaments dedans. Enfin, moi, c'était comme ça. Hein. Et puis, avec un long papier qui a été imprimé, je veux dire, ça demande toute une organisation. Ça coûterait un fric fou, un pognon de dingue, hein, comme dit quelqu'un, de transformer toutes les pharmacies du jour au lendemain pour un bénéfice. Encore une fois, ce qui nous importe, nous, c'est que les patients prennent bien les médicaments. C'est ça le vrai problème. Un coup de fil. Oui, franchement, quand je vois comment les patients se trompent entre eux avec les génériques et pas le générique, déjà, hein, combien j'ai eu de patients qui continuaient leur amiodarone en même temps que la cordarone, etc. Donc, quand c'est des boîtes... Enfin, bref, c'est vu du côté de l'usager, on est très sceptique sur cette mesure. D'ailleurs, le gouvernement aussi, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez repoussé X fois. Alors, il y a une dernière question dans le fond, s'il te plaît, Rudy. Bonjour, merci beaucoup. Hélène Muller à la direction RSE de Biogroupe, les laboratoires de biologie médicale. Moi, j'ai une question plus globale et peut-être un peu philosophique, c'est qu'on ne parle pas de prévention. Et en fait, pour faire un geste pour l'environnement, je dirais qu'il faut éviter la pollution. Et donc, prendre le problème à l'origine, donc de parler de prévention, on fait déjà un geste pour l'environnement parce qu'on évite toute la chaîne après. De traitement. Bon, on fait moins travailler les hôpitaux peut-être, mais nous, on est dans cette réflexion-là chez Biogroupe, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre réflexion. Merci. Alors, je pense que vous êtes arrivé après la prise de parole tout à l'heure, parce qu'on l'a abordé. Non, mais il y a... et puis je pense que vous avez remarqué que le ministère de la Santé s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention depuis 1 an. Donc, la place de la prévention... c'est un des objectifs majeurs du programme et de la feuille de route du ministre. On est en train de décliner les différents rendez-vous qui ont été fixés, dont le cadre a été fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Donc on est vraiment dans cette philosophie. Et tout à l'heure, vous évoquiez qu'on ne travaillait pas assez avec l'éducation nationale, etc. En tout cas, les rendez-vous tels qu'ils sont conçus aujourd'hui sont réfléchis dans un ensemble plus global avec l'éducation nationale, avec également toute la problématique du sport à l'école, de faire le lien aux différents âges. Et puis ensuite, là c'est plus côté, d'ailleurs dans le portefeuille de la ministre déléguée, on réfléchit aujourd'hui sur la santé des personnes âgées, donc avec les rendez-vous, et peut-être d'ailleurs la ministre normalement doit signer aujourd'hui une lettre de mission
pour qu'on réfléchisse sur les fragilités telles qu'elles peuvent apparaître dès les 55 ans, puisque l'âge où on a les premières fragilités dans le vieillissement, c'est entre 55 et 70. Et elle est en train de demander qu'on travaille un petit peu sur ces premiers signaux et comment on peut essayer de les prévenir pour justement venir contribuer aux différents éléments à vérifier quand on va monter le 3e rendez-vous de prévention. Donc vous voyez, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Bon, on a dépassé un tout petit peu, mais c'était très riche. Je remercie du coup la FHF quand même d'avoir organisé cette session et à nos oratrices et orateurs d'avoir accepté cette mission. Merci beaucoup.